tous. Merci beaucoup d'être présents en ligne, nombreux, et ici à Pau pour cette première séance du séminaire interdisciplinaire de la chaire en jeu éco-politique contemporain de cette année, Narrer la biodiversité. Alors, nous poursuivons cette année la dynamique et la méthode engagée l'an dernier autour du concept d'anthropocène. Donc, l'idée reste la même, penser les circulations et les complémentarités disciplinaires dans la construction du discours sur la crise écologique entre les sciences humaines, avec une attention particulière portée aux études littéraires, et les sciences expérimentales à travers l'interrogation transversale d'un concept. Donc, cette année, avec Solange Haas, qui a rejoint cette année l'équipe d'organisation du séminaire, nous avons choisi d'aborder la question complexe et largement débattue de la biodiversité. Alors, ce concept issu de la théorie écologique est rapidement devenu un principe structurant des discours politiques et culturels sur l'environnement. Il a été popularisé à la fin des années 1980, notamment par le biologiste Edward Wilson, et il s'est imposé comme un mot-clé central pour penser la crise écologique contemporaine. On peut même aller avec Vincent De Victor jusqu'à dire que la biodiversité n'existe pas indépendamment de ces contextes de crise, parce qu'elle ne désigne pas seulement la diversité du vivant, mais la diversité du vivant en crise. En ce sens, ce n'est jamais une description neutre, elle engage des valeurs, des priorités et des formes de responsabilité. Alors, la biodiversité fonctionne dès lors comme un objet frontière à la croisée de pratiques de quantification et des régimes des significations. Ursula Heise, dans son livre Imaging Extinction, a montré que les enjeux liés à la biodiversité, à l'extinction aux espèces menacées, ne deviennent socialement, politiquement et scientifiquement opérants que lorsqu'ils sont pris dans des récits collectifs capables de leur donner sens. Alors, c'est précisément cette double dimension scientifique et culturelle qui est au cœur d'ailleurs des orientations de notre chaire, qui nous a conduit à choisir la biodiversité comme fil conducteur de ces séminaires de cette année et par ailleurs des activités de la chaire en 2026. Donc, au fil des séances, nous allons explorer ces tensions entre quantification, imaginaire et forme de savoir, en faisant dialoguer écologues, épistémologues, écrivains et chercheurs en littérature. Je crois que vous avez eu le programme, vous l'avez peut-être vu. Nous allons recevoir des chercheurs de très haut niveau à partir de celles et ceux qui sont là aujourd'hui. Donc Bertrand Guest, chercheur en littérature comparée à l'université d'Angers, et Solange Haas, co-organisatrice de ce colloque, épistémologue et philosophe des sciences. Mais nous allons recevoir également, dans les semaines à venir, Michel Collot, Anne Simon, Olivier Hamon, Jérôme Mézot, Adèle de Baudouin, Hélène Riche, Yves Ménard, Ben de Brun. Donc voilà, c'est un programme dont nous sommes très contents, très fiers. Cela dit, je ne m'éternise pas parce que je sais que vous voulez entendre nos intervenants et donc je leur passe la parole. Donc, comme l'année dernière, d'abord nous écoutons les deux conférenciers et puis nous lançons le dialogue avec les deux. Donc, nous commençons avec Solange Haas. Vous la connaissez bien car elle joue à la maison ici. Elle est épistémologue de l'écologie et de la biologie de la conservation, chercheuse postdoctorale chez nous, rattachée à la chaire Enjeux éco-politiques contemporains, où elle est notre, on va dire, agent de liaison avec les scientifiques. Elle coordonne en particulier dans le cadre du partenariat avec l'IPREM, le projet Laboratoire de l'Anthropocène, que nous mettons en place avec Olivier Donner, qui est ici présent. Elle a mené une thèse dans un cadre interdisciplinaire entre l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques de l'Université Paris 1 Sorbonne et le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Et sa thèse s'intitule « Rôle des incertitudes dans la construction des prédictions anticipatives en écologie ».
Donc ces recherches portent sur les modèles prédictifs utilisés pour anticiper les évolutions de la biodiversité et sur les enjeux éthiques qu'ils soulèvent. Donc aujourd'hui, son intervention s'intitule « Quantophrénie et production d'ignorance dans les savoirs sur la biodiversité, le rôle épistémique des récits ». Je suis très content de lui céder la parole. Merci beaucoup, Ricardo. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis donc postdoctorante dans la chaire de Ricardo et donc je travaille en épistémologie de l'écologie scientifique. Donc en d'autres termes, je travaille sur la construction des connaissances scientifiques. Donc je peux m'intéresser par exemple au style de raisonnement, au régime de preuve ou au glissement épistémique de certains termes scientifiques. Ou encore des liens donc, dans un contexte historique de la relation science-société, ce qui est particulièrement important dans le cas de l'écologie scientifique et de la biologie de la conservation. Donc un tout petit mot peut-être sur cette discipline. Donc elle émerge, elle se constitue à la fin du 19e siècle sur la base de l'exigence épistémologique d'appréhender l'étude du vivant via l'analyse des relations que le vivant entretient avec son milieu. Donc c'est en 1866 que Ernst Haeckel, que vous voyez à gauche sur l'écran, propose le nom de cette discipline, donc à partir de oikos, donc le foyer, et logos, inspiré par les travaux de Darwin, notamment sur la sélection naturelle qu'il va importer en Allemagne. Et donc l'écologie, plus tard, se structure académiquement plutôt dans la première partie du XXe siècle, et va avoir différents embranchements disciplinaires qui sont représentés, même si c'est en tout petit, donc on ne voit pas très bien, sur le schéma central. Et finalement va donner lieu donc, à l'émergence de la biologie de la conservation, donc plutôt au milieu des années 80, qui est concomitant à l'émergence du terme de biodiversité. Donc la biodiversité et la biologie de la conservation émergent concomitamment pour les mêmes raisons et par les mêmes personnes, notamment grâce à ce chercheur dont parlait Ricardo tout à l'heure, Edward Wilson, qui écrit donc en 1988 Biodiversity, qui est le premier livre qui lance vraiment ce terme scientifique. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous présenter donc, un travail qui va porter donc, sur les conséquences d'une approche quantifiée, voire seulement quantifiée, de la biodiversité et qui invite en fait à revaloriser le rôle épistémique des narrations qui justement ne sont pas des narrations scientifiques, mais je pense en particulier aux narrations littéraires. Et donc ma présentation s'intitule donc Quantophrénie et production d'ignorance dans les savoirs sur la biodiversité, le rôle épistémique des récits. Et donc j'espère proposer à travers cette présentation une forme de problématique aussi au séminaire qui aura lieu donc, tout au long des mois qui vont suivre, en travaillant donc sur la complémentarité des approches entre les sciences expérimentales et la littérature, donc lue à travers une analyse éco-poétique. Donc pour le plan en 3 parties, donc je vais d'abord commencer par discuter le terme de biodiversité en revenant aux origines scientifiques d'un terme dont on va voir qu'il est surdéterminé entre son utilisation scientifique et plutôt politique. Dans une deuxième partie, je reviendrai sur le terme de quantophrénie qui nous vient de la sociologie, en l'appliquant donc au domaine de l'écologie, donc de la biodiversité. Et je terminerai dans une troisième partie avec donc la valeur épistémique des narrations littéraires, avec une espèce d'éloge de l'ambiguïté qui me permettent d'apporter, qui viennent pallier ou complémenter justement les énoncés quantifiés scientifiques. Donc voilà pour le programme. Donc pour commencer, donc une histoire au gré des rapports internationaux, donc le terme de biodiversité est une trace de la dialectique entre recherche scientifique et enjeux politiques dès son commencement, dès sa proposition, donc en 85 par Rosen dans le National Forum on Biological Diversity du National Research Council, qui va très vite être repris par Wilson, pour l'intitulé de son colloque à Washington qui s'appelle Biodiversity, où notamment Michael Soulet participe. Son nom vous disait quelque chose, c'est l'instigateur de la biologie de la conservation. Puis donc l'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure en 1988, Biodiversity. Et donc la biodiversité est à la fois un terme scientifique proposé par la communauté des écologues et utilisé par elle comme objet d'intérêt politique, puisqu'elle a été forgée pour devenir un terme employé dans les débats politiques directement, pour désigner ce qu'il faut protéger, c'est-à-dire la diversité du vivant menacé. C'est ce que disait tout à l'heure Ricardo en citant de Victor, la diversité du vivant en crise. Donc le concept de biodiversité est construit à la suite de la notion de diversité biologique, et donc comme on le voit là sur le
la petite chronologie. Donc, on s'en était arrêté à Wilson, donc avec cet ouvrage qui s'appelle Biodiversity, écrit par des écologues. Et donc, en 92, suivent donc, le sommet de la Terre à Rio, avec notamment la Convention sur la biodiversité génétique, qui est un rapport international écrit par des scientifiques à l'attention de décideurs et décideuses politiques, où la biodiversité va être définie. Consciente de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité de ses éléments constitutifs sur le plan environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique. C'est le tout premier paragraphe de la Convention sur la biologie, sur la diversité biologique en 92 et en 95. Déjà dans les années 90, le terme commence à prendre de l'ampleur et on fait souvent revenir le terme de biodiversité à cette convention sur la diversité biologique de 92, ce qui n'est en fait pas le cas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui lance, c'est le rapport international, alors qu'en réalité, ce sont les écologues, une petite dizaine d'années avant cette convention internationale de l'ONU. Bon. Avec notamment le journal du CNRS en 95 qui se trompe et qui écrit, donc il commence la préface de son livre en juin 92, naissance du mot biodiversité, ce qui est tout à fait le cas. Avant ça, l'expression de diversité biologique était largement utilisée par les écologues depuis les années 50 et même avant. Et donc l'introduction du terme biodiversité, qui plus est dans un contexte politique spécifique auquel il est rattaché, a créé quelques confusions. Donc on peut lire dans la préface des actes du Forum Biodiversity, Science and Development Toward a New Partnership, organisé par l'UNESCO, donc je vous lis. Concernant la communauté scientifique, il y a eu ces dernières années une extraordinaire prolifération d'articles sur la biodiversité. Certains saisissent les questions émergentes que pose la biodiversité de façon très pertinente, d'autres confondent cette nouvelle approche avec le thème traditionnel de la diversité, de la richesse spécifique. Donc diversité, ce serait plutôt le nombre d'espèces, et richesse spécifique, ce serait par espèce combien on aurait d'individus, et donc c'est les deux ensemble qui font la biodiversité. Et donc la question se pose en fait encore aujourd'hui, donc dans un article de 2014, Patrick Blandin se pose la question, le mot biodiversité ne serait-il pas qu'un mot utilisé par les scientifiques pour alerter le monde politique et en obtenir des crédits, ou a-t-il été le catalyseur d'une nouvelle approche scientifique du monde vivant? Voilà. Donc il est clair que du côté de la médiation et d'un rapport de force politique, le terme a fait ses preuves et a son utilité. C'est d'ailleurs plutôt la manière dont on l'utilise dans la vie courante, en tout cas au grand public. Et la question se pose, est-ce que pour les scientifiques aussi, le terme a eu des conséquences épistémologiques ou en fait diversité biologique aurait suffi? Donc un tout petit point là-dessus. D'abord, la biodiversité se lie à plusieurs échelles spatio-temporelles et à plusieurs niveaux d'intégration. Donc, notamment pour les niveaux, donc pour les écologistes, la biodiversité se mesure à différents niveaux qui peuvent être les gènes, les espèces, les fonctions des espèces au sein d'un écosystème, ou même l'écosystème, ou la population, les métapopulations, etc., selon la spécialité des écologues, donc selon qu'ils soient écologues des paysages, des communautés, écologues fonctionnels, etc., etc. Et aussi sur des échelles spatiales, parce qu'on regarde la biodiversité sur un paysage, sur un écosystème, ou même carrément sur la biosphère entière, sur la Terre. Mais donc, quelle différence entre diversité biologique pour les écologues et biodiversité? Donc, sans trop entrer dans le détail historique de l'écologie, la diversité biologique renvoie plutôt à la richesse spécifique et à leur abondance relative, donc combien d'espèces et combien d'individus par espèce. Et il s'agissait avant, pré-biodiversité, de proposer des méthodes de mesure de la biocénose, donc de l'ensemble de ces êtres vivants dans un biotope, donc dans un milieu donné, notamment inspiré de la théorie de l'information qui permet de calculer les informations proposées par le nombre d'espèces et d'individus. Et donc la diversité fonctionnelle à travers les réseaux trophiques est aussi étudiée, avec toujours la question très importante de ce lien entre la diversité, donc la quantité de diversité grâce à la théorie de l'information, et la stabilité. Donc est-ce que plus de diversité permet à un écosystème d'être plus stable? Et donc dans ce contexte, une avancée permise par le terme de biodiversité dans les années 80 serait l'idée de redondance fonctionnelle. Donc la redondance fonctionnelle, c'est l'idée que dans un biome, donc dans un milieu
naturel délimité, plusieurs espèces assurent un même service écosystémique, qui peut être par exemple la pollinisation, ou le fait d'être mangé par un même prédateur, ou le fait d'acidifier. Donc, cette redondance fonctionnelle serait une avancée scientifique permise par le thème de biodiversité que la diversité biologique n'aurait pas forcément permis de faire de cette façon-là, grâce à l'accent mis sur les liens entre diversité des espèces et caractéristiques fonctionnelles dans leur écosystème. Parce qu'on a déjà cette idée qu'il faut protéger l'écosystème et donc comprendre la fonction de chaque espèce au sein de l'écosystème pour savoir si ça vaut le coup ou non, en gros, de protéger l'espèce. Cependant, pour définir qu'une espèce est fonctionnellement redondante par rapport à une autre, donc par rapport, par exemple, du point de vue d'un prédateur, le fait qu'un prédateur peut manger indifférenciellement une espèce ou une autre, il faut décrire des types fonctionnels des espèces pour les catégoriser, si vous voulez. Mais aussi bien, l'écologie sert au contraire à définir l'identité irréductible de chaque espèce avec leur niche écologique spécifique. Donc on a à la fois l'aspect redondant et irréductible. Et c'est là que donc, la biodiversité se distingue véritablement de la biodiversité biologique parce qu'on insiste en fait à l'émergence d'une question éthique. Décrire le caractère irréductible d'une espèce, c'est à la fois décrire sa valeur intrinsèque, qui est, comme je vous l'avais montré dans la Convention sur la biodiversité biologique, est vraiment le premier mot qui est donné pour décrire la biodiversité. Donc c'est à la fois sa valeur intrinsèque et sa valeur de substitution. Donc une espèce aurait-elle plus de valeur si elle peut se substituer à une autre. Bon, en tout cas, je voulais quand même vous montrer que la biodiversité, même si c'était peut-être un peu rentrer trop dans les détails de l'écologie, mais il me semblait que c'était intéressant de montrer que la biodiversité avait des conséquences scientifiques par rapport à la diversité biologique. En plus, clairement, donc comme je recitais de Victor, parce que je trouve que c'est très clair que la biodiversité représente la diversité du vivant en crise. Et donc on peut revenir rapidement à l'échelle spatiale de la biodiversité qui pour le grand public, il s'agit souvent de l'échelle maximale avec l'idée que l'érosion de la biodiversité est associée donc à la 6e extinction de masse, donc au niveau planétaire. Et donc on peut mettre en lien avec l'articulation politique et sociale de la biodiversité qui se joue donc pour l'espèce humaine tout entière. Donc comme pour le changement climatique, la question scientifique est double. Donc d'abord, y a-t-il une érosion de la biodiversité et quelle est son amplitude? Et si oui, dans quelle mesure l'humanité est-elle responsable de celle-ci? Donc on commence à avoir largement la réponse à cette question. Depuis 1992, Wilson affirme qu'il serait téméraire de supposer que la biodiversité pourrait être indéfiniment diminuée sans menacer l'humanité elle-même. D'où une question, cette fois-ci politique et sociale, et non plus scientifique pour ce qu'elle était jusque-là. Que faire pour prévenir cette érosion? Ainsi, la biodiversité, on l'a vu, est à la fois un terme scientifique issu de la notion de diversité biologique, qu'elle vient en fait étendre, rendre flou pour certains écologues, et en tout cas aussi un terme politique et surdéterminé parce que donc elle est la biodiversité est porteuse de charges sémantiques qui sont indépendantes et qui sont parfois en tension entre ces définitions scientifiques qui ne sont pas toujours d'accord entre elles et ces définitions politisées. Et donc, en effet, il s'agit plus que d'une homonymie. On ne peut pas dire que les deux biodiversités sont deux biodiversités différentes, et parce qu'elles sont toujours en relation, et à la fois, elles sont incompatibles entre elles. Donc, avant de terminer sur la notion de biodiversité, je voudrais m'arrêter sur une équivalence qu'on retrouve beaucoup entre la biodiversité et le vivant. J'ai même entendu pas mal de personnes de mon entourage académique me dire que biodiversité étant un terme trop épineux, ils le remplaçaient par le vivant. Ce qui en fait est un court-circuit. Mais court-circuit qu'on retrouve aussi, donc là c'est des exemples de rapports internationaux, donc là il y en a un de l'ONU, mais il y en a aussi différentes associations académiques où on fait ce raccourci. La biodiversité c'est la vie, ou la biodiversité est la vie même, parce que c'est la biodiversité qui permet le cycle de la vie. Voilà. Donc la biodiversité inclut entre autres usages un usage fondamental où elle désigne une propriété holistique de la vie sur Terre, un concept très général et unificateur pour lequel toutes les diversités, que ce soit donc écosystémiques, spécifiques, génétiques, etc., sont des sortes d'avatars de la biodiversité qui devient un concept très général mais sans référent.
directe en tout cas. Voilà. Et donc ça, peut-être pour rappeler aussi que la biodiversité est plus que seulement le vivant. C'est au minimum le vivant en crise, mais que ce raccourci est fait même dans des rapports internationaux de manière récurrente. Et donc j'arrive à la deuxième partie, les 25, sur la quantophrénie et l'émergence de l'ignorance. Et donc pour ça, je reviens très rapidement à Levins, qui est un écologue qui, dans les années en 66, écrit un article sur le fait que tout modèle en sciences, en particulier en biologie, est le résultat de compromis entre trois pôles qui sont donc le réalisme, la généralisation et la précision. Et donc il y a l'idée que quand vous avez un objet scientifique, pour le modéliser, c'est-à-dire pour pouvoir le décrire en des termes scientifiques, vous êtes obligé de faire un compromis entre ces trois pôles désirables et donc d'en laisser un de côté. Voilà. Et donc, selon quel pôle vous choisirez, vous vous retrouvez avec des modèles plutôt mécanistes, empiriques ou analytiques, donc plus ou moins mathématisés, etc. Donc, avec cette idée que les trois types de modèles existent, sont désirables selon les contextes scientifiques et la question qui est posée. Or, on se rend compte que dans le débat public, il y a une focalisation très nette sur le pôle de la précision. Par précision, on entend précision mathématique, donc le fait de quantifier l'objet d'étude scientifique. Alors que d'un point de vue scientifique, des approches par exemple mécanistes explicatives, donc qui permettent de trouver une explication aux corroborations qu'on peut observer, est parfois plus judicieuse. Donc je vais dans un premier temps donc recueillir les arguments qui permettent de relativiser le statut de cette précision mathématique dans les énoncés sur la biodiversité, en m'intéressant donc aux raisons extérieures qui en ont fait le prestige dans le débat public et aux effets performatifs que ça produit, cette focalisation sur la précision quantifiée des énoncés scientifiques. Et donc ces effets sont particulièrement visibles dans une approche sociologique qui a donc notamment été décrite par Desrosières, donc je vous ai mis son livre principal qui s'appelle La politique des grands nombres, et Théodore Porter, La confiance dans les chiffres. Donc c'est respectivement 93 et 95 pour les dates de publication. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, les affirmations quantifiées acquièrent souvent dans le débat public une aura de scientificité qui les rendent indiscutables, qui coupe court au débat. Donc la taille des populations d'animaux vertébrés sauvages a chuté de 73%. Ça, c'est par exemple dans WWF, où 1 million d'espèces sont menacées d'extinction. Ça, c'est biodiversité.gouv. Où en 2021, 16% des espèces des milieux humides en France sont considérées comme éteintes ou menacées selon les listes rouges nationales. Donc, vous connaissez peut-être l'UICN qui recalcule les listes rouges d'animaux menacés tous les ans. Donc, les assertions chiffrées ont un caractère incontestable qui peut nuire en fait à leur remise en question et plus largement au débat public nécessaire pour pouvoir prendre des décisions de manière collégiale. On va voir un peu plus en détail par quel procédé tout ça arrive. Donc cette prééminence des données chiffrées qui s'effectue donc au détriment d'autres formes de savoir non quantifiables fait l'objet de recherches en sociologie depuis un certain temps. Et donc là par exemple je vous lis du Huss, donc c'est 1979. Ce qui ne peut être compté ne compte tout simplement pas. Nous ignorons donc systématiquement des grands et importants domaines de préoccupation. D'autre part, nous faisons parfois apparaître des chiffres à partir d'hypothèses afin de pouvoir effectuer des calculs. Une fois inclus, ces chiffres deviennent des données concrètes que l'on peut facilement confondre avec les faits, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il semble que l'assertion chiffrée devient tangible et surtout vient remplacer, et c'est là tout le problème, l'objet réel, l'objet cible, au moyen d'une modélisation qui était nécessairement simplificatrice. On en revient au triangle de Levins au début, on a choisi entre généralité, précision et réalisme pour la précision. Et donc, de plus, donc, ces énoncés prennent une place dominante dans les débats publics qu'il est difficile d'ébranler. Le fait que la théorie et ses failles ne soient pas rendues visibles dans l'assertion chiffrée a pour effet d'occulter le raisonnement qui a abouti à cette affirmation. Et cette dernière, profitant de l'aura de vérité logique que lui confère sa mathématisation, ne peut pas être remise en question et coupe court aux discussions. Donc à partir du 18e en fait en Europe, les méthodes probabilistes et statistiques prennent leur essor, notamment grâce aux travaux de Laplace à la fin du 18e, qui vient raffiner les calculs et pour évaluer les marges d'erreur dans les estimations, notamment démographiques au départ, c'est le premier cas d'étude, et se développe en parallèle l'idée très optimiste
qu'une rationalité qui est fondée à la fois sur des méthodes probabilistes et statistiques et des observations empiriques, notamment dans la population, pourra rendre les décisions objectives et donc toutes transparentes, tout à la fois pour les descriptions et pour les décisions. Dans cette perspective, la quantification devient un outil central de stabilisation des enjeux sociaux, avec cette idée donc, de gouvernance par les chiffres. Elle permet de leur conférer une autonomie vis-à-vis de ceux qui les conçoivent et les observent. D'où cette objectivation des faits sociaux. Et donc, comme le souligne Desrosières, donc je vous lis, or, mesurer une chose, c'est aussi en éprouver la consistance, en la dotant d'une extériorité, d'une indépendance par rapport à son inventeur ou son observateur, selon le point de vue relativiste ou réaliste. Ainsi rendue constante, c'est-à-dire objective, par une mesure, une chose peut être incluse dans une machine, système de choses qui se tiennent entre elles indépendamment de son constructeur. Ici, la machine est un modèle qui simule la société, non seulement par une nomenclature, mais aussi par des mesures. La discussion sur le réalisme de l'objet prend ici une nouvelle dimension, celle du réalisme de la machine, c'est-à-dire du modèle. Donc le modèle vient remplacer l'objet. Pour résumer très rapidement ce qu'a dit Desrosières. Et donc cette idée, le terme de quantophrénie, je fais les choses dans le désordre, pardon, mais donc c'est Sorokin qui la propose dans les années 50 et ça va être étendu à différents domaines et pas seulement à celui de la société, notamment dans un article dont je fais une citation très courte. La quantophrénie, elle a tendance donc à limiter les représentations des phénomènes aux seules représentations quantifiées, donc en occultant les autres parties du phénomène, à nourrir les processus de décision politique et ses seules représentations quantifiées, à largement utiliser des critères quantitatifs comme outil de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques. C'est aussi le fait qu'on évalue la réussite des politiques à travers leur quantification. Donc la notion de quantophrénie a en fait été introduite donc, par le sociologue russe Pitirim Sorokin, immigré aux États-Unis, fondateur du département de sociologie à Harvard. Et donc, je vous lis, cette manie de quantification a, au cours des dernières décennies et au détriment des sciences psychosociales, pris un développement considérable. Elle menace d'embourber nombre d'enquêtes non quantitatives, ou même d'enquêtes quantitatives dignes de ce nom. Le courant dans ce sens est si fort qu'on pourrait décrire l'état présent des sciences psychosociales comme l'époque de la quantophrénie et de la numérologie. Cette maladie se manifeste sous des formes diverses dans tous les domaines de la sociologie, de la psychologie, de la psychiatrie et de l'anthropologie. Donc c'est très virulent, comme vous voyez. Et voilà, donc lui-même s'intéresse au sens psychosocial et en fait, il me semble vraiment qu'on peut retrouver les traces de la quantophrénie aussi dans la science écologique contemporaine. Et maintenant, je vous lis, pardon, il y a beaucoup de citations, après ça va mieux. Donc, à nouveau Desrosières, qui parle donc de cette perte. Donc, on a vu que la modélisation quantifiée vient prendre la place de l'objet cible, et donc il y a une perte, il y a un reste causal, si vous voulez, qui est laissé de côté. Et donc Desrosières en parle comme ça, mais la contrepartie de cette perte, le goût, la vue, est la possibilité de révéler l'inné ou de construire du fond l'ordre de la nature. Parmi ces variables, deux peuvent résulter de comptage ou de mesure, les nombres, étamines, pistils pour les plantes, et les grandeurs, taille des diverses parties de la plante. En revanche, les deux autres, les formes et les dispositions relatives, doivent être décrites par d'autres procédés. Donc le fait que les quantifications, que tout dans l'objet ne peut pas être quantifié. En fait, c'est en partie déterminé par une faisabilité technique qui peut évoluer au cours du temps. Donc maintenant, notamment avec les analyses d'images, on pourrait faire une analyse statistique des formes, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Mais cependant, la décision des catégories, donc ces catégories quantifiables, n'est pas que déterminée par la technique, c'est aussi en fait un choix de la théorie qui va par exemple décider de la définition donc, du chômeur. Ça c'est l'exemple paradigmatique de la quantophrénie, le fait que la catégorie de chômeur a évolué et que donc en fait en voyant que les courbes baissent ou montent, en fait c'est souvent juste un changement de la définition, quoi. Mais en fait on peut aussi tout à fait l'appliquer au concept d'espèces en danger, qui elle aussi varie en fait avec les comptages et les listes rouges de l'UICN. On peut tout à fait lui appliquer le même raisonnement que le fait de quantifier, c'est en réalité, je l'ai mis en dessous, c'est décider, qui est l'exercice où on exerce un pouvoir en choisissant les catégories, et ensuite de mesurer, qui est la place de la modélisation.
et je saute un peu parce que je sens que je prends trop de temps. Mais ce que je voulais vous dire quand même avant de terminer, c'est que qu'il s'agisse donc par exemple d'une juge qui tranche, on peut dire on tranche avec mesure une décision juridique, ou de l'écologue qui va optimiser ces mesures, l'utilisation du même terme de mesure qui peut à première vue sembler disparate dans toutes ces utilisations, en fait en commun que ces mesures sont dédiées à entraîner l'accord. Il y a toujours cette idée de mettre d'accord, voilà. Même quand l'accord en question donc, résulte d'une décision en amont qui est nécessaire à la quantification. Voilà, décision mesurée pour quantifier. J'en arrive à la troisième sous-partie. Donc, comme on l'a vu au début de l'exposé... Il te reste 20 minutes, hein, okay. Tranquille. Ah, c'est vrai? Cours ouais, pas. Mais j'ai beaucoup de pages encore. mais merci. Donc, au début de l'exposé, on a vu donc, que du côté de la biodiversité, donc la quantification est délicate parce qu'elle peut représenter différentes réalités physiques. Donc, on avait vu aux différents niveaux, donc espèces, écosystèmes, etc. Donc les écologues eux-mêmes n'ont pas une définition quantifiée de la biodiversité pour un écosystème particulier. Mais en plus, elle ne peut pas s'y réduire parce qu'elle contient, d'une part, la possibilité matérielle de sa diversification. Donc c'est même pour un écologue, il faut aussi que la sélection naturelle puisse s'appliquer à cet écosystème, parce qu'on ne peut pas quantifier pour le coup. Donc ça c'est pour les écologues, et en plus à la réalité sociale des conséquences d'une biodiversité en crise qui pour le coup revient plutôt aux sciences humaines. Donc le premier aspect, donc, c'est le problème d'une certaine façon de la biologie de la conservation et de l'écologie, et se situe plutôt aux limites de ces disciplines et les oblige à outrepasser leur domaine respectif pour aborder les conséquences sociales de cette biodiversité en crise. Donc je lis cette fois-ci de Victor, dont on vous parle un peu depuis le début. Donc, les chiffres sédimentaires laissent en suspens le sens matériel et politique. Tous les énoncés chiffrés deviennent dès lors possibles. Les objectifs de ralentir ou stopper d'ici 2010 la perte de biodiversité, de baisser la température de la Terre, avec de telles formules, l'échec est contenu dans l'énoncé, pourtant censé fixer un cap. Ces mêmes chiffres peuvent être utilisés avec la même force pour dire à peu près n'importe quoi. Par exemple, la protection de la nature est un succès avec un doublement du nombre d'aires protégées depuis 1990. À ce titre, le terme même de biodiversité est convoqué pour désigner un vivant vague, des objectifs abstraits et invérifiables, un signifiant devenu insignifiant. Donc la notion notamment, donc, de Victor écrit un livre, je vous ai mis une image ici, Gouverner la biodiversité ou comment réussir à échouer, à gauche, où il explique voilà, les liens entre l'évolution théorique de l'écologie scientifique contemporaine et les choix de gouvernance de la biodiversité, ou de la protection de la biodiversité si vous voulez, en montrant qu'on va vers plus de stratégies théoriques de quantification qui mènent en dernier ressort à même pouvoir, là depuis, je ne sais plus quand est sortie la loi, je crois que c'est 2018 à peu près, à remplacer la biodiversité. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez créer une nouvelle maison et que vous, pour ça, donc vous passez par un bureau d'études, etc., vous voyez que par exemple vous allez devoir tuer une certaine quantité d'individus de grenouilles en danger, vous dites c'est pas grave, on va en remettre un peu plus loin, quoi. Donc la biodiversité est devenue remplaçable. Et donc ça c'est un peu la dernière étape où on est arrivé d'une mécompréhension, ou d'une quantophrénie d'une vision quantophrénique de la biodiversité qui mène à rendre légitime une loi où la biodiversité peut être remplacée un peu plus loin, ce qui n'a aucun sens écologique évidemment, parce que et donc le terme aussi de service écosystémique, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il est pas mal utilisé aussi dans les débats publics autour de la biodiversité, est aussi un exemple des conséquences de la quantophrénie qui touche la biodiversité et qui a pris beaucoup d'ampleur dans les débats sur la conservation, parce que donc, cette expression favorise une approche instrumentale de la nature, car elle incite cette fois-ci à une quantification des bénéfices accordés par la nature qui pourraient ainsi s'intégrer dans des modèles économiques. Donc les services écosystémiques, c'est une façon qu'ont les écologues de permettre au modèle économique de prendre en compte la protection de la biodiversité. Et donc par cette manœuvre, la responsabilité de fournir des données sur la biodiversité
de manière à ce que le calcul coût-bénéfice puisse être réalisé, finit par incomber aux scientifiques, aux écologues, au lieu de revenir aux premiers responsables de la destruction qui font leur calcul de coût-bénéfice sur la biodiversité. C'est-à-dire que les écologues doivent s'adapter en fait au modèle économique pour que la biodiversité puisse y être prise en compte en tant que facteur économique. Et donc je termine cette partie en parlant de l'émergence de l'ignorance un peu rapidement. Je me suis rendu compte que je n'avais pas trop le temps d'entrer dans les détails. Je vous ai quand même mis un schéma sur un débat qui a touché la biologie de la conservation dans les années 80. Et donc ce que j'entends par ignorance, c'est lorsque l'incertitude scientifique est confrontée à une norme d'action. Donc en science, on a toujours de l'incertitude, qui vient des marges d'erreur, d'une théorie générale qui n'est pas applicable à un cas concret, etc. Et l'ignorance apparaît plutôt quand cette théorie ou ces résultats scientifiques, étant confrontés à une situation d'application des résultats, apparaît une forme de sentiment d'échec aussi de la part des scientifiques de ne pas avoir pu permettre de trouver une solution concrète aux problèmes qui touchent la biodiversité. Et donc l'ignorance apparaît lorsqu'il y a collision entre les valeurs qui guident l'application pratique des résultats et l'aspect seulement technique et scientifique de ces derniers. C'est-à-dire en fait que la question qui est posée aux scientifiques dépasse leur cadre disciplinaire scientifique. Et donc la philosophie environnementale dont on a un peu parlé avec de Victor et Virginie Maris, qui parlent beaucoup de services écosystémiques, critique les effets pervers d'une quantification de la biodiversité qui devient un assemblage d'entités séparées et même remplaçables, comme je viens de vous le raconter avec cette loi, c'est 2016, qui permet aussi une critique de l'exigence de précision dans les énoncés d'écologie. Donc pour conclure cette partie, les affirmations chiffrées au sujet de la biodiversité sont des abstractions qui deviennent très tangibles, comme si le modèle en tant que dispositif technique de mesure prend la place sur le système écologique lui-même. Le risque est que ces quantifications remplacent à perte l'objet complexe et mouvant qu'est la biodiversité dans les débats publics. La quantification tend à dépolitiser les débats et occulte les incertitudes éthiques qui viennent s'ajouter aux incertitudes sur l'objet matériel sur lesquelles porte l'exigence de précision. Et donc, c'est ça, tout à fait. Donc la troisième partie, cette fois-ci on va parler un peu plus de littérature. Enfin, je vais essayer de parler un petit peu plus de littérature. Qui s'intéresse donc au rôle épistémique de ces récits non scientifiques en tout cas, pour compléter la description de la biodiversité qui est donnée par les résultats quantifiés. Et donc, incertitude et ignorance dans les prédictions laissent une part d'imprévu dans l'avenir en tant que ce qui n'est pas tout à fait écrit. L'incertitude donc décrit une marge, donc l'incertitude quantifiée décrit une marge de manœuvre, une marge non connue, mais avec l'ignorance, s'ouvre une dimension d'émergence possible au-delà de ce qui peut être prévu ou prédit. L'ignorance qui inclut l'incertitude et va au-delà de l'incertitude. Or, sans horizon prévu, l'ouverture d'un avenir à imaginer n'aurait pas lieu. On peut se demander si cette dimension ne possède pas son poids éthique particulier et si l'une des tâches de la politique face donc à la chute de la biodiversité ne consisterait pas à maintenir ouvert un horizon d'avenir possible, ce qui ne signifie pas de renoncer aux résultats scientifiques, quantifiés ou non quantifiés, qualitatifs, mais seulement de viser directement un résultat positif limité et ciblé qui pourrait en plus revendiquer l'aspect imprévisible des systèmes écologiques. Donc l'un des résultats de l'écologie semble être que la crise environnementale ne saurait pas être résolue si on persiste à la réduire à un problème technique, puisqu'il y a cette émergence d'ignorance de la part des écologues eux-mêmes qui n'ont pas comme le problème n'est pas seulement technique, l'écologie n'est pas apte à répondre directement aux problématiques d'application sur la biodiversité. Et donc, la protection de la biodiversité n'est pas un problème exclusivement technique. Or, la quantophrénie porte à penser, est dans cette philosophie que la biodiversité est un problème purement technique. Et donc, il s'agit avant tout d'une question éthique en ce qu'elle concerne donc l'attitude humaine. Au fond, notre recherche en épistémologie, ma recherche s'arrête ici, puisqu'elle ne concerne que les quantifications incertaines, au mieux donc l'ignorance dans les énoncés d'écologie. Et on peut montrer que pour des raisons intrinsèques à l'exercice de la science, des questions d'éthique
émerge et se montre incontournable face à la crise environnementale. Et donc, on arrive à une nouvelle question que l'écologie permet de poser, de situer, mais que certainement je ne vais pas du tout résoudre, parce que je me trouve donc au seuil d'autres disciplines, dont notamment la littérature. Et donc, voilà. C'est de ça maintenant que je vais un peu parler. Donc ici, je voudrais donc rappeler qu'il existe une activité dont l'une des préoccupations principales est justement l'accueil et le soin de cette dimension essentielle de notre avenir, à laquelle on s'intéresse beaucoup dans ce laboratoire, donc qui est la littérature, et avec elle l'imagination. L'imagination n'est pas là pour résoudre les problèmes techniques, mais elle peut poser des questions radicales concernant le mode de vie, les choix éthiques et politiques, etc., pour rendre concevable un autre ordre. C'est dans ce sens que les énoncés incertains et l'ignorance pointent un domaine qui d'abord est fait d'espoir et avec lui ensuite d'action. En effet, l'affirmation quantifiée peut décliner un langage autoritaire qui ne laisse pas de place à une ambiguïté pourtant salvatrice, dans la mesure où elle ouvre le débat sur les paramètres qui ont été choisis pour modéliser la biodiversité, et elle ne le réduit pas surtout à la seule dimension technique du problème. Donc il me semble que la littérature parle, avec ses outils poétiques, du fait que le langage peut figer, ou qu'au contraire, l'ambiguïté est précieuse et se gagne à travers l'exercice de la littérature, car elle demande plus de subtilité que ce langage quantitatif sous différents aspects autoritaires. Et donc, dans ce qui suit, voilà, j'essaie de montrer ce que le langage littéraire pourrait apporter en préservant l'ambigu afin de conserver des paramètres positifs dans la lutte contre la crise environnementale, en parlant notamment des prédictions scientifiques, avec cette idée donc l'avenir qui est pensé comme emprisonné par le passé. Donc on sait que les méthodes statistiques sont toujours une extrapolation des données passées pour en déduire des tendances pour l'avenir, mène en fait à consentir à la répétition des souvenirs de ce passé. Et on pourrait ajouter que l'optimisme peut aussi dégénérer en prétexte pour ne pas agir, en faisant confiance à un avenir par rapport auquel on n'aurait pas de responsabilité parce qu'il serait déjà écrit, parce qu'il est la répétition d'une certaine façon par les mêmes lois des données sur le passé. Et en ce sens, ce sont l'incertitude et l'ambiguïté qui poussent à agir, au contraire. Donc l'espoir qui se distingue de l'optimisme en ce qui peut profiter de l'ambiguïté pour le combler par de nouveaux récits créatifs. Donc ce lien entre incertitude et action est aussi relevé dans certains écrits de psychologie. Donc je vous lis Néry et collègues. La connaissance peut constituer, plutôt qu'un instrument de développement psychique, un obstacle à celui-ci chaque fois qu'elle est utilisée comme défense contre la peur de l'inconnu et comme barrière contre la frustration qui est toujours associée à ce qui présente le caractère de l'inexploré et de l'incompréhensible. C'est ce que Keats a appelé la capacité négative. Je vous lis: par capacité négative, je veux dire celle de demeurer au sein des incertitudes, des mystères, des doutes, sans s'acharner à chercher le fait et la raison. Donc, demeurer au sein des incertitudes n'est peut-être pas finalement si contraire à la raison, puisque la raison elle-même nous a fait reconnaître la distinction fonctionnelle entre incertitude et ignorance, tout en leur assignant une place précise dans le concert des disciplines scientifiques face à la décision. C'est-à-dire que c'est peut-être une phrase compliquée pour dire que l'épistémologie permet de voir comment l'ignorance et l'incertitude émergent de la pratique scientifique et qu'il n'y a rien de rationnel à vouloir faire semblant que ces incertitudes et ces ignorances n'existent pas, et plutôt d'accepter qu'elles existent et d'utiliser leur capacité négative justement pour inventer un futur plus créatif. De la même manière, je vous lis Solnit, la tyrannie du quantifiable est causée par une faillite du langage et du discours à décrire des phénomènes plus complexes, subtils et fluides, mais aussi par la faillite des décideurs et de ceux qui forment les opinions à comprendre et donner de la valeur à ces objets légèrement fuyants. Il est parfois difficile, voire impossible, de donner de la valeur à ce qui ne peut pas être nommé ou décrit, de sorte que nommer et décrire compte parmi les tâches cruciales de toute révolte contre le statu quo imposé par le capitalisme et le consumérisme. En tout cas, par faillite du langage, on peut aussi entendre la faillite de la façon de comprendre ce langage et de reconnaître que quelque chose se décide à notre insu, à travers lui, ce qui revient à ce que Desrosiers appelait le décider avant de mesurer, donc la catégorisation du réel. Le langage est le lieu des évidences que nous ne questionnons pas,
Et ce langage autoritaire produit de fausses évidences, par exemple celle selon laquelle donc, le réel est ce qu'une prédiction dit de notre avenir. Une des tâches de la science, en plus de la maîtrise technique qu'elle procure, est de renouveler ce langage. Donc voilà, un intérêt purement théorique au premier regard, mais qui s'avère finalement très pratique et décisif dans notre rapport au monde. Une dernière citation, je ne sais pas où j'en suis. The future is dark, which is the best thing for the future can be, I think. L'avenir n'a pas besoin d'être rendu familier par des prédictions, car elle est une perspective sur l'avènement de ce qui ne saurait s'anticiper. Donc dans cette perspective, il n'y aurait pas tant de rapport, il n'y aurait pas de rapport humain qui soit toujours et radicalement basé sur la différence. Donc dans la citation, Woolf, il insiste doublement, donc c'est renforcé à la fin par le I think, par le je crois. Voilà. Donc l'écriture de Woolf donne l'idée d'une autre façon de se référer au réel et de s'y insérer par le langage dans une écriture de l'ambigu et de la nuance. Et je voudrais terminer cette présentation, je ne sais pas où j'en suis en termes de temps. Tu as encore au moins 5 minutes. Ok. Donc en croisant ce qu'on a vu jusqu'ici, donc les réflexions sur l'ambiguïté permise par les récits littéraires, la cantophrénie sur les décisions qui sont demandées par les décisions sur la biodiversité, et les tendances décrites par la philosophie environnementale à gouverner la biodiversité de manière toujours plus comptable, avec les travaux de Hartmut Rosa, qui est un sociologue allemand, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc en tout cas, Rosa, à travers différents livres, là je vous en ai mis deux, mais en fait... sous-titre, s'il te plaît, Solange, de résonance. C'est une sociologie de la relation au monde. Merci. Donc, il montre que grâce à la science, la technique, l'économie, etc., l'organisation sociale et politique, la modernité a permis de rendre les êtres et les choses disponibles de manière permanente et illimitée. Et pourtant, alors que les expériences gisent à notre portée, parce que ce monde est rendu disponible, il se referme mystérieusement et on manque justement ce qu'il appelle cette résonance, qui est plus philosophique, mais un peu sociologique, en tout cas cette possibilité de résonner, de rentrer en résonance, en harmonie avec le monde. Et donc Rosa suggère que donc, le fait d'avoir rendu le monde indisponible, disponible justement, que ce soit la nature, la beauté, les personnes, nous prive de cette chose essentielle à la vie, d'après lui, qui est cette possibilité de résonance. Et donc il donne notamment l'exemple de l'assurance neige. Apparemment, il y a certaines compagnies de vacances qui remboursent si jamais il n'y avait pas de neige quand on a pris ses billets pour aller à la montagne. Donc ça, c'est vraiment une sorte de mise à disposition du monde par la... Voilà. Et donc il soutient que la possibilité de résonance avec son environnement passe justement par son indisponibilité, par le fait que le monde ne nous est pas disponible. Et donc le choix de l'indisponibilité du monde va de pair avec le choix de ne pas tout chercher à prédire, c'est-à-dire de ne pas tout systématiser dans tous les domaines de la vie, qui serait donc cette garantie contre les surprises dont on peut aussi montrer qu'elles sont en fait essentielles, par exemple, à la recherche en sciences et en écologie. Et donc, en tout cas, on pense que voilà, qu'il serait intéressant de reprendre l'argument de Rosa, qui se situe, lui, en sociologie, mais discute des idées assez philosophiques avec cette idée de résonance, qui, je pense, pourrait être reprise en philosophie de l'environnement, et lire à la fois, en fait, des aspects sociaux, de regard quantifié sur le monde. Voilà. Et donc, pour conclure, donc on a exploré donc l'illusion de pouvoir guider les décisions politiques exclusivement grâce à des énoncés chiffrés à travers des travaux de sociologie et d'éthique environnementale, complétés donc par quelques réflexions littéraires sur sur la nécessité d'un langage ambigu, avec cette idée donc que l'énoncé chiffré aborde une réalité trompeuse parce qu'elle cache des décisions, donc c'est la partie de décider dans l'activité de quantifier, notamment en choisissant une catégorisation du réel qui incombe en fait à la modélisation, c'est-à-dire aux scientifiques. L'occultation des aspects éthiques dans les décisions déplace leur responsabilité du politique vers le scientifique. Donc voilà. En résumé, donc, la biodiversité qui est cette notion surdéterminée reflète une diversité biologique en crise, que la cantophrénie a des conséquences scientifiques aussi bien que de gouvernance de la biodiversité,
et que les narratifs, notamment littéraires, dans leur effort d'ambiguïté, sont un apport épistémique à la description de la biodiversité. Merci beaucoup, Solange. Donc, merci beaucoup à Solange pour cet exposé si riche et si clair finalement qui définit un certain nombre de notions fondamentales, qui pose un certain nombre de questions qui vont nous accompagner tout au long de ce séminaire, hein, donc à partir de la définition même du terme de biodiversité et de termes qui lui sont liés, services écosystémiques, la question des échelles, la question de la différence entre les termes de biodiversité vivante, diversité biologique, toute la problématisation autour de qui était particulièrement à cœur, qui te tient particulièrement à cœur de la question de la quantification donc de données et de comment on gouverne la biodiversité. Et puis, merci beaucoup aussi pour être sorti un peu de ta zone de confort dans ce sens-là et pour avoir proposé cette question, cette réflexion très intéressante sur l'imagination littéraire et sa capacité à poser, je retiens les termes, un espace d'ambiguïté précieux qui pousse à agir. Donc, merci beaucoup. On rediscute tout à l'heure. Je vais donc passer la parole à Bertrand. Ça va ce niveau de la diapo? On s'installe 2 secondes. Je vais. Et donc, pendant qu'on s'installe, peut-être je te présente. Alors, Bertrand Guest est maître des conférences en littérature générale et comparée à l'Université d'Angers. Il est membre du laboratoire 3LAM et membre associé de Fablit à l'Université de Paris 8. Donc, ses travaux s'inscrivent dans des perspectives éco- et épistémo-critiques. Il est d'ailleurs l'un des premiers en France à avoir travaillé dans cette direction depuis sa thèse il y a désormais quelques années. Et ces recherches portent donc sur les relations entre savoir, politique et littérature, en particulier à travers les formes de l'essai du XIXe siècle à nos jours. À cet égard, il est l'auteur du volume Révolution dans les cosmos, essai de libération géographique Humboldt-Thoreau-Reclus, paru chez Classique Garnier en 2017, ainsi que de nombreux articles consacrés à la pensée de ces écrivains géographes et bien d'autres. Donc, il a également co-dirigé le numéro Écologie et Humanité de la revue Essai en 2018, puis en 2024, le numéro Généalogie de la nature de la revue Épistémocritique. Donc, ces derniers travaux, je crois, se situent au croisement de l'éco-critique et des perspectives queer, en interrogeant la question du terrestre et des mémoires littéraires européennes. Donc, son intervention aujourd'hui s'intitule « Dire ou laisser se dire la biosémiodiversité ». Donc, je le remercie énormément pour être avec nous aujourd'hui et je lui cède la parole. Merci beaucoup et à toi Ricardo et à toi Solange pour cette très riche ouverture d'un séminaire où je suis très, très heureux de venir participer. Et merci à toutes et celles et ceux qui sont à distance également et dans la salle, à ceux et celles que je connais, notamment parmi eux, qui m'ont dit qu'ils étaient là. Je conscientise un peu l'heure et puis je suis très très heureux de prendre la parole après une telle introduction qui ouvre de nombreuses questions pour moi et des références que j'ignorais et qui sont tout à fait complémentaires de choses que j'explore d'un autre point de vue mais qui à mon avis se rejoignent tout à fait, je tiens à le dire d'emblée. La proposition que je faisais pour aujourd'hui était vraiment une sorte de pot pourri dont je tiens à m'expliquer d'abord à la façon d'un séminaire qui est le format de recherche que j'affectionne le plus quand on partage de façon libre et gratuite avec une contrainte de temps moindre. C'est vraiment quelque chose d'un peu rare et qui fait sens pour moi. Des réflexions autour de effectivement la biodiversité. Alors paradoxalement, c'est une proposition pot pourri parce que je vais
en fait faire défiler un certain nombre de textes et de références et de citations un peu longues parfois aussi, en essayant de dire comment elles nous disent quelque chose de notre rapport au vivant et à la biodiversité. Mais en un autre sens, ça n'est pas complètement nouveau ni pionnier. Je ne peux pas du tout m'excuser de ne faire que commencer à m'intéresser à la biodiversité, parce que de fait, dans des travaux récents, ici, je ne fais pas ça d'ordinaire, ce n'est pas de l'auto-promo, mais c'est une façon juste de dire que j'ai travaillé depuis quelques années effectivement sur la question d'un langage vivant ou de mots vivants, et les ai-je appelés à un moment autour du colloque de Cerisy, j'ai aperçu Colette que j'embrasse. Des mots vivants, alors peut-être qu'aujourd'hui je dirais un peu différemment des signes vivants ou quelque chose comme ça, le très beau volume que Colette Camelin a donc co-dirigé avec Raphaël Larère et Alain Romestin autour de ces questions, articulant en effet des approches de mesure, quantophréniques peut-être, et des approches plus sensibles, poétiques sans doute. Qu'est-ce qui se passe quand justement elles peuvent se collisionner ou être présentes dans des textes de façon en fait ensemble parfois. Il y a aussi parfois tout un passé de la pensée occidentale et pas qu'occidentale qui articulait et qui articule encore le sensible et la mesure chiffrée. L'un n'empêche pas forcément l'autre. Bon. Alors, je reviens un tout petit peu à ces deux documents, parce que j'essaie de dire ce que j'ai tenté de faire très maladroitement, n'étant pas moi-même en quantophrénie quelqu'un de très outillé, je dirais, et c'est bien dommage. C'est une idée que depuis longtemps, à laquelle je tiens, mais que je ne sais pas comment présenter dans le littéraire, en fait. L'idée, en fait, qu'on a tous plus ou moins dans cette préoccupation de la biodiversité, qu'il y aurait au fond deux ordres de réalité à questionner ensemble, et qui sont trop souvent séparés. D'une part, la biodiversité, c'est-à-dire le vivant tel qu'il existe et se trouve dans des lieux. Donc c'est la carte en rouge avec les hotspots de biodiversité. Donc, en gros, c'est une espèce d'idée très grossière, trop grossière, des endroits où, je prends un peu mes notes quand même, le plus de formes de vie différentes se concentrent. Si on en fait la carte, il se trouve que c'est une carte qui se superpose plus ou moins bien avec une carte des endroits où le plus de formes de langues humaines coexistent, disons. Alors ces deux cartes, elles ne le disent que très mal, et elles sont infiniment attaquables, etc. Et c'est pas moi qui les ai faites. Et en plus, j'en ai pas vraiment les références très précises. Mais je voulais suggérer cette idée qu'au fond, peut-être y a-t-il un étonnement dont on peut partir quant à ces lieux peuplés par des formes de vie extrêmement différentes, du microbe et du protozoaire à la forme de vie complexe, et les endroits où la quantité de langues, autochtones souvent, indigènes, c'est-à-dire, on peut le rappeler avec Claudine Brelet, 80% de la biodiversité mondiale est protégée dans des endroits qui sont peuplés encore de peuples autochtones, et ils en sont parfois les meilleurs connaisseurs, assez souvent, sans caricaturer l'Indien écologique, bien sûr. Et en même temps, c'est 80% de la biodiversité mondiale qui sont dans des endroits où les peuples autochtones, tant bien que mal, la protègent dans leur langue que nous traduisons et connaissons si mal. Eh bien, ce sont aussi les 15% de la population mondiale les plus pauvres. Et c'est aussi ces zones sur la carte dans lesquelles les hotspots reculent tant et plus, ou sont parfois tant bien que mal protégés, etc. Donc on sent bien qu'une sorte de guerre, en fait, se livre dans certaines zones, disons. Alors, une fois qu'on a posé ça, alors moi c'est fort de cette hypothèse que, selon la formule de Wittgenstein, les limites de mon monde sont les limites de mon vocabulaire, c'est-à-dire plus nous avons de formes, non seulement de mots en termes de lexique quantitatif, mais de formes pour dire une même chose, comme dirait Éric Deluca, de langues différentes pour désigner un même pain, un même soleil, je cite Noyau d'olive. Eh bien, plus on a de langues différentes, plus on a une richesse de regards variés, on pourrait dire
cubiste, de perspective complémentaire sur une même chose, la Terre, la planète, la vie sur Terre, etc. Donc, dès lors qu'on menace la sémiodiversité, c'est-à-dire la diversité des langues en recul, les langues qui s'éteignent, les fameuses langues qui, quand elles ne sont plus parlées, c'est une bibliothèque qui brûle, un vieillard qui meurt, une bibliothèque qui brûle, les langues orales notamment, porteuses de vision, de cosmovision en danger, tout autant que les espèces qu'elles disent, eh bien en fait c'est une lutte commune qui se dessine. D'une certaine façon, on ne peut pas séparer d'un côté une biosphère en danger, où un nombre d'espèces seraient menacées de disparaître, de perdre leur habitat, et de l'autre, une disparition documentée, elle, par l'UNESCO, que serait celle des langues en danger dans l'Atlas de l'UNESCO. Au fond, c'est de cela que parle mon très peu poétique terme valise, sémio-diversité, c'est cette idée que je suggère. Alors, dans un moment où j'avais travaillé sur les insectes, j'étais tombé sur ce délicieux poème que je n'ai qu'en traduction dans l'édition de Mundaren, où j'étais assez saisi par ce haikai, parce qu'il nous dit quelque chose, en tout cas, si tant est que la traduction puisse en rendre quelque chose, de l'idée que la diversité de ce qui vit se dit d'elle-même, n'a pas forcément besoin. Alors là, j'ouvre un autre problème dans mon propos, qui est la façon dont l'homme n'est pas forcément central, indépendamment donc de l'infinie variation des langues qu'il a, hein, l'humanité, des milliers de langues, mais ces milliers de langues humaines, trop humaines, ne disent même pas à elles toutes seules peut-être tout ce qui est en jeu dans ce qu'on appelle donc aujourd'hui la biodiversité ou le vivant. C'est-à-dire, il y a une chose qu'on entend assez peu, qui est au fond une hypothèse peut-être vieillotte, sans doute romantique, un peu trop vite peut-être jetée aux orties ou jugée obsolète à mon goût, selon laquelle le vivant lui-même peut se dire par des signes, peut-être sinon des mots, du moins des indices, des symboles, des signaux, des icônes, sinon des mots, donc des symptômes peut-être, ou des traces. Ce sont là tous les termes utilisés notamment par la linguistique de Peirce, de Charles Sanders Peirce. Donc à travers cet exemple, ce qu'il a à dire, juste un battement d'aile, le papillon, ça fait penser aussi à toute une poésie d'aujourd'hui, contemporaine, par exemple en français, je ne l'ai pas mis dans mon diapo, mais je pense notamment à Pierre Vinclair dans La Sauvagerie, qui fait de certains de ses poèmes un habitat, refuge pour des papillons, notamment en danger. Donc ces papillons qui disparaissent, ils disent quelque chose qui reste de nous inouï. Alors évidemment, je triche un peu, parce que le papillon, psyché en grec, c'est l'âme, donc ça marche assez bien, mais qu'en est-il d'autres insectes moins esthétiques? Je laisse la question ouverte. Alors, en remontant également dans un passé contemporain de cette image, au XIXe siècle également, un peu plus tôt, en Europe, nous avons, dans une cosmologie cette fois non pas animiste, pour aller vite, comme disons la toile de fond de cette disposition shinto du haikai de Shiloni, eh bien, plus proche de nous, dans une cosmologie naturaliste, comme dirait Descola, un certain Goethe, poète et naturaliste. J'aime beaucoup rappeler qu'il a été le descripteur d'un os intermaxillaire dans le squelette humain. L'œuvre scientifique de Goethe est presque plus importante en nombre de pages que son œuvre poétique, et pourtant moins connue. Il y a aussi sa théorie des couleurs, des nuages, etc. Mais Goethe est le dédicataire de la géographie des plantes de Humboldt en 1807, et on trouve une image qui est un emblème, pour être exact, qui est aujourd'hui difficile à décoder. Alors, il a été décodé par Pierre Hadot dans le voile d'Isis. Ici, Apollon soulève le voile de l'Artémis d'Éphèse et exhibe une nature nourricière, aux 1000 seins, et il fait ceci dans un geste qui, selon la tradition de l'orphisme, ne serait pas un geste violent d'interrogatoire imposé à la nature, mais plutôt un geste en fait de dévoilement respectueux, en écho à cette citation de Goethe à gauche dans ses Maximes et réflexions, selon lequel la nature se tait sous la torture
Et au contraire, il s'agirait donc de savoir lui parler pour qu'elle nous parle. Savoir en quelque sorte se mettre nous à l'écoute d'un langage que nous n'avons pas prévu. Ça revient à beaucoup de remarques qui m'ont beaucoup inspiré dans le propos de Solange Haas. Sur notre façon en fait de nous rendre capables d'imprédictibilité, d'incertitude, comme l'est la nature en fait. Alors je ne pouvais pas commencer sans citer le texte de Bailly, qui est une critique du terme de biodiversité assez connu dans le versant animal. Il en dénonce lui-même, sinon la quantophrénie, l'abstraction en effet. Une chose est invoquée comme un droit abstrait, et selon son nom abstrait, la biodiversité qu'il met entre guillemets. Une autre est de vraiment se pencher sur la multiplicité des éclats et des états par lesquels le monde animal se révèle et se dissimule dans l'immense jeu de cache-cache de ces lieux natifs. La biodiversité, non, cela ne sonne pas bien. Cela ne sonne pas comme l'infinie déclinaison du divers selon laquelle les animaux se déclarent, en forme pronominale, réfléchie, active pour le vivant. Donc c'est le vivant qui se dit. L'animal, l'animalité, tous ces singuliers ne sont, comme Derrida l'aura rappelé avec insistance, que des termes qui évitent à la pensée de suivre les pistes réelles des mondes animaux. Donc en fait là, il y a le dessin d'une alternative à ce terme quand il est trop abstrait. Alors il n'est pas jeté entièrement aux ordures. En fait, il s'agit de revoir derrière qu'il se joue quelque chose de plus sensible et d'incarné, d'immédiat, qu'il s'agit de décrire. Et là, peut-être qu'en effet, la littérature, avec son discours qualitatif, comme disent les scientifiques durs, peut s'approcher de ce qu'est, alors à la fin du texte, être brochet, être gnou, être chat, être singe, et parmi les singes, c'est pas hasard, nous sommes aussi des primates, être vervet, ou magot, colobe, ou langour, etc., etc. Parmi les magots, être celui-ci de l'Atlas, suçant une feuille givrée pour se désaltérer. J'ai oublié mon nom. Tel jour d'hiver dans telle vallée. Autrement dit, être cet être et l'être ainsi dans cet instant, dans la trouvaille de cet instant. Là, on a une sorte de zoom à la fin de cet extrait sur l'ici et maintenant, senti, ressenti, vécu de ce que pourrait être chaque espèce, au fond, dans ce jeu, en effet, pluriscalaire, de la globalité de la map monde à être ce singe-là à cet endroit. Il y a tout une palette de situations à penser. Alors en effet, ça a été rappelé par Ricardo tout à l'heure, le livre séminal de Ursula Heise est vraiment très important, et elle attire bien, je l'ai lu de la même manière que vous, notre attention sur la nécessité de mettre en avant des histoires, des stories, que je souligne ici, stories that human communities tell about themselves, stories about their origins, their development, their identity and their future horizons. C'est-à-dire, en fait, pour prendre l'entièreté de la citation, l'idée c'est que le fait qu'on mesure, qu'on documente, qu'on fasse autant de data que l'on veut sur des disparitions animales notamment, s'agissant de cela, ne peut être important, ne peut nous toucher, ne peut nous trouver nous reliant à eux, à ces faits, que s'il est porté par des histoires. Et toute la question revient à dire, qu'est-ce que des histoires? Que sont des histoires? On pourrait dire qu'au fond, la gouvernance par les nombres, puisque c'est la référence qui me venait tout le temps en tête en t'écoutant, le livre d'Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, effectivement, moi j'aurais tendance à dire qu'elle est aussi raconteuse d'histoires. Il y a aussi de l'ambiguïté dans les chiffres, il y a aussi des histoires dans les chiffres. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut entendre différemment par le terme d'histoire? C'est ce que suggère notamment l'anthropologue australienne Deborah Bird-Rose dans l'article génial qui a été traduit dans la collection Wild Project il y a quelques années, avec Libby Robin. Elles écrivent que ces histoires sont aussi des histoires qu'on n'a pas encore entendues, que nous n'avons pas encore pris le temps, la politesse de nous mettre à ouïr. Et elles appellent conteurs, c'est le sens de cet extrait trop long, elles appellent conteurs du paysage
des fleuves, des rochers, une certaine sécheresse de la pierre. Elles en font des compteurs. Alors on pourrait crier à l'anthropomorphisme, attention, on confond tout, dès lors qu'on dit que le paysage raconte des histoires qu'il suffirait d'entendre. Mais justement, je crois avec elle qu'il faut un anthropomorphisme raisonné, en fait, pour les humanités écologiques. Je crois qu'il est largement temps, en fait, de pratiquer l'anthropomorphisme raisonné. J'aurai peut-être le loisir tout à l'heure d'y revenir, mais tout anthropomorphisme raisonné, sachant ses biais et limites, en fait, implique une richesse mutuelle, c'est que nous nous ouvrons à un zoomorphisme en sens inverse. C'est-à-dire qu'on peut enfin se repenser, nous, l'humanité, comme pas seulement humaine, mais aussi vivante, faisant partie de l'arbre phylogénétique, et je l'ai dit tout à l'heure, comme primate. Elles écrivent par exemple que nous avons besoin, je prends la ligne 6, d'histoires de justice qui élargissent notre pensée, d'histoires de relations au lieu qui élargissent notre pensée. Dans nos sociétés issues de la colonisation, nous avons besoin de conversations élargies avec les peuples autochtones, notamment ceux qu'on a appelés, à tort bien sûr, les aborigènes d'Australie, mais pas seulement. Et en fait, le terme d'histoire nécessite une extension. En fait, c'est aussi simple que ça. Nous avons besoin d'histoires qui ne soient pas seulement celles des chiffres, on pourrait dire. On a besoin d'un partage à parts égales entre histoire chiffrée, réputée sérieuse, et histoire sensible, peut-être trop vite écartée. L'autre conclusion à laquelle elles aboutissent plus tard, je cite, c'est assez commode, pour que les humains puissent vivre où que ce soit, ils doivent être capables de planifier. Ça, on ne le met pas en doute, hein. Il s'agit effectivement de penser aussi l'avenir de façon responsable, je ne dirais pas seulement par le rêve ou l'onirisme. Pour bien planifier, ils doivent comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Pour comprendre les systèmes en action, il faut qu'il y ait communication et que les êtres vivants y prêtent une attention particulière. Et pour qu'il y ait communication et attention, la biodiversité est cruciale. Donc dans cette chaîne qui rappelle elle-même un conte, hein, ça m'intéresse pas mal, les indicateurs dont j'ai parlé ne sont pas seulement des règles empiriques, ils constituent un corpus de connaissances sur les motifs et les connexions. Ils indiquent un autre point, il faut les interactions d'une multitude d'êtres vivants dans des écosystèmes locaux et dans l'ensemble des systèmes mondiaux pour savoir ce qui se passe dans le monde. Car sans complexité communicative, comme l'a dit Riley, le pays disparaît et c'est fini. Bien. Alors, en somme, tout revient à un point d'attention. C'est-à-dire, c'est ce que Morisot appelle la crise de la sensibilité, crise de l'attention que nous sommes capables de donner à des langues que nous n'apercevons pas d'abord comme des langues, et qui le sont peut-être à divers titres. Et donc, il y a une série de textes, je ne vais certainement pas tous les utiliser, qui, me semble-t-il, nous permettent de nous familiariser avec cette idée. C'est la même, au fond, c'est la même visée qui est celle dans le manifeste du muséum, je crois que c'est le numéro 2 en 2023, sur la justice environnementale. Les savants du muséum, pôle interdisciplinaire, écrivant de très beaux essais, brefs et bilingues à la portée du débat public pour instruire les questions de société, pour les citoyens et citoyennes que nous sommes, eh bien, il parle aussi en italique, ça n'est pas moi qui souligne, d'une considération de l'autre au sens large. C'est de cela qu'il s'agit plus fondamentalement, philosophiquement, dans la biodiversité. Il s'agit de donner une place à l'autre, en fait, tout simplement, d'attribuer une attention que nous ne donnons pas d'abord. Et c'est aussi, on peut en revenir au texte, évidemment, que beaucoup connaissent, d'Aldo Leopold, où il parle d'extension éthique, en s'appuyant notamment sur l'exemple de Édipe et des prétendants de Pénélope dans l'Odyssée, c'est-à-dire qui a le droit, en tant que citoyen de la cité, de voir ses besoins éthiques et ses préoccupations éthiques représentés dans les discussions civiques. Eh bien, selon lui, en fait, nous aurions été en 1949 à l'aube de nous préparer enfin à prendre en compte les préoccupations des fleuves, des animaux, des plantes et des milieux. Cette extension de l'éthique, alors c'était mon point dans les articles tout à l'heure que je mentionnais, que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps,
je parlais d'extension herméneutique, dans le sens où il n'y a pas, selon moi, d'extension éthique envers les animaux, les fleuves, etc., sans un développement de notre capacité à traduire ce que sont leurs signes produits. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre écouter un fleuve, instituer un fleuve en tant que sujet de droit si on ne se donne pas sérieusement les moyens de reconnaître qu'il y a des langues du fleuve, quelque chose de cet ordre, qui pour l'instant peut rester métaphorique. Alors, c'est comme ça qu'on peut postuler philosophiquement que traduire le parler des bêtes n'est pas une simple image poétique, mais bien une préoccupation fondamentale pour l'éthique de notre temps. Et comme l'écrivent Elisabeth de Fontenay et Marie-Claire Pasquier dans la 4e de couve de ce petit livre, ces autres, cette préoccupation pour l'autre, cette attention à l'autre, hein, le terme est ici repris également, les autres, hein, qu'il est difficile, voire dangereux d'approcher. Avant de les rencontrer, il faut se munir d'un mot de passe, d'un shibboleth, d'un rituel, d'un instrument orphique, revoilà Orphée, ce qui n'exclut cependant pas l'effort et l'endurance. Ce pouvoir énigmatique, on peut le nommer indifféremment, finesse de l'oreille ou don de la traduction. La grâce est accordée à certains et refusée à d'autres, qui permet d'entendre et de comprendre le parler des à jamais silencieux et d'administrer un remède à cette immémoriale séparation entre les bêtes et les hommes qu'on nomme pompeusement la différence zoo-anthropologique. En d'autres termes, nous sommes séparés de ces bêtes dont nous faisons pourtant partie par des mots qui nous empêchent d'en être peut-être les traducteurs fidèles ou plus proches. C'est-à-dire, au fond, l'idée du shibboleth, elle est intéressante parce que c'est devant nous, mais on ne peut pas le décoder. C'est comme si on n'accédait pas à un niveau de réalité dont nous sommes pourtant complètement imprégnés. C'est-à-dire, c'est à la limite, c'est même en nous, si on pense à la sympoïèse et au microbiote. La biodiversité en chacune de nous nous traverse et nous n'en sommes que très peu connaisseurs parce que nous n'avons que nos mots à nous, sans doute anthropocentrés. C'est bien aussi dans un langage, alors pour le coup pas poétique du tout, à mon avis, qu'on ne peut pas du tout soupçonner d'embellissement poétique, de rêverie simplement esthétique, de métamorisation, disons pas sérieuse. L'ingénieur forestier allemand Peter Wohlleben, vendeur de best-sellers, bon là je campe le personnage, on en pense ce qu'on veut, mais à mon avis essayiste, explique bien que le langage des arbres n'est pas une image. Pour lui, il y a un langage des arbres. Simplement, lui, il entend par langage peut-être quelque chose d'un peu quantophrénique, sans doute. En fait, c'est sa métaphore dans un autre des chapitres de ce livre, hein, bien connu, le World Wide Web. C'est-à-dire, en fait, lui, il va carrément métaphoriser la forêt comme un World Wide Web. Et il n'a pas peur d'une certaine métaphore, je dirais, mécaniciste, justement, prisonnière d'un modèle de précision dans le modèle de Leibniz. Bon, toujours est-il qu'ici, il nous parle d'un langage des arbres. Les arbres disposent cependant d'une manière d'attirer l'attention. Je prends à cette ligne-là, justement, attirer l'attention. L'émission de substances odorantes. Les substances odorantes seraient-elles un moyen de communication ? Assurément, et même un moyen auquel nous reconnaissons une certaine efficacité. Sinon, pourquoi utiliserions-nous du parfum et des déodorants ? Mais notre seule odeur corporelle suffit à interpeller le conscient et le subconscient de nos congénères. Il existe des personnes que nous ne pouvons pas sentir, d'autres au contraire dont l'odeur nous attire irrésistiblement. D'après les scientifiques, les phéromones présentes dans la sueur joueraient un rôle déterminant dans le choix du partenaire avec lequel nous souhaitons nous reproduire pour assurer notre descendance. Bon, voilà, tout un modèle un peu biologiste, explicatif, dépendant des stimuli, etc. Et c'est par ce biais-là qu'il nous familiarise avec un langage des arbres qui est en effet un langage, alors peut-être pas seulement utilitariste et dépendant de ces chaînes causales de besoin, stimulation, réponse. Enfin, bon, lui ne va pas jusqu'à prêter un langage poétique, je dirais, aux arbres. Mais l'idée d'un langage des arbres ne le heurte pas. Alors, une autre perspective postulant un langage du vivant, c'est celle de l'écrivain romancier fictionnel, bien sûr, Max Aub. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça.
C'est un réfugié espagnol, républicain espagnol, de langue allemande, en fait de plurilingue bien sûr, et qui écrit un manuscrit Corbeau, qui est une drôle de perspective sur les hommes. En fait, c'est le procédé voltairien de l'inversion de la perspective. Hein. Comment peut-on être persan ou Montesquieu. Ici, ça devient comment peut-on être un homme dans la parole d'un corbeau dont on aurait retrouvé le manuscrit trouvé. Alors, il se trouve que ce corbeau, il a un biais d'observation. Peut-être certains connaissent ce livre. Hein. En fait, il observe un camp de concentration justement des réfugiés républicains espagnols dans un camp de concentration au Vernet d'Ariège. Et le corbeau qui écrirait ce livre ne sait pas qu'en fait les hommes qu'il observe dans cet endroit, le Vernet d'Ariège, ne sont pas tout à fait l'humanité entière, mais un échantillon extrêmement singulier de l'humanité, à savoir les prisonniers d'un camp de concentration en 1941. Et c'est ainsi que le corbeau est extrêmement critique des sociétés humaines et écrit par exemple ici, classement. Il y a 3 sortes d'hommes. Grand A, ceux qui racontent leur histoire, encore elle, l'histoire. Grand B, ceux qui ne la racontent pas. Grand C, ceux qui n'en ont pas. Autre classement, selon la langue. Grand A, ceux qui n'ont pas de langue. Grand B, ceux qui l'ont mauvaise, qui ne sont autres que ceux qui voudraient la voir bonne et se vengent d'eux-mêmes en parlant mal des autres. Grand C, ceux qui, bien qu'en possédant une, n'en font pas usage, se taisant pour ne pas parler, car ils s'en moquent. Et enfin, grand D, les discrets, genre en voie d'extinction irrémédiablement. Alors en fait, là, c'est une parodie des discours de catégorisation du vivant que nous, hommes, pratiquons sans même nous en rendre compte, au sujet par exemple des corbeaux, qui ici nous rend l'appareil et nous montre en fait, suggère, disons, avec les moyens de la fiction, une vanité et un caractère superficiel, inapprofondi, des savoirs sur l'autre dès lors qu'il parle une autre langue, celle d'une autre espèce. Bon, le problème, c'est que, évidemment, on est de part et d'autre de quelque chose d'invérifiable. Comme l'écrit encore Wittgenstein, hein, si les lions pouvaient parler, nous ne les comprendrions pas. Si les corbeaux pouvaient écrire, peut-être ne les lirions pas. Bon. Je passe là-dessus parce que ça a été mieux dit tout à l'heure, donc je préfère m'abstenir de rendre confus quelque chose de clair. Je voudrais donc, peut-être pour m'acheminer gentiment vers une forme de conclusion, je voudrais donc, comment dire, mon fil rouge, comme vous l'avez sans doute observé, consiste à dire qu'à travers cette marqueterie mal jointe de textes, poétiques, essayistiques, etc., se manifeste l'idée qu'au fond, nous manquons d'attention pour des pans du vivant qui auraient des langues inouïes, intraduisibles ou intraduites, restant à traduire, etc. Restant donc, dans les termes de Souleymane Bachir-Diagne, à accueillir, c'est-à-dire la traduction que nous pratiquerions de ce vivant putativement doté de langues que nous ne soupçonnons pas, ou que la tradition philosophique depuis Aristote nous engage à plutôt ne pas voir. Eh bien, ces langues, en fait, on pourrait les penser comme devant être traduites par souci, je cite Antoine Berman, cité par Bachir-Diagne, par souci d'ouverture, de dialogue, de métissage et de décentrement. La traduction étant mise en rapport où elle n'est rien. Fort de cet argument, on pourrait rappeler que l'écologie, dans sa formulation scientifique, donc, a été des écueils, en effet, au XIXe siècle, quelque chose qui a inclus la sémiosphère, en fait. Je reviens quand même à ma citation d'avant. Cette science des relations de l'organisme avec l'environnement, comprenant au sens large toutes les conditions d'existence, dans la citation originale, il s'agit bien de pointer déjà des questions de langage. J'en veux pour preuve le terme de Existenzbedingungen Außenwelt, alors teils organischer, teils anorganischer Natur. C'est-à-dire, en fait, les conditions d'existence d'un organisme dans son milieu, c'est pas seulement l'organisme biologique, c'est aussi l'anorganique,
C'est-à-dire, d'une certaine façon, certains appelleront ça le spirituel, certaines appelleront ça le linguistique, en tout cas, quelque chose d'inquantifiable, précisément. Il échappe quelque chose à cette... On pourrait dire que l'écologie a été une science qui a surtout pratiqué l'un de ces deux hémisphères. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. L'hémisphère droit, faute de l'hémisphère gauche, je crois. Alors, ça n'est pas autre chose que dit évidemment Morisot, par exemple, au début de Manière d'être vivant, quand il suggère que nous sommes devenus insensibilisés pour une large part d'entre nous à ces cris d'oiseaux qui nous entourent, mais que nous appelons bruit blanc. C'est à la fin du premier paragraphe. Il y a quelque chose de triste dans le fait que les 10 chants d'oiseaux différents qu'on entend chaque jour ne parviennent pas au cerveau autrement que comme bruit blanc, ou au mieux évoquent un nom d'oiseau vide de sens, c'est-à-dire roitelet, moineau, rouge-gorge, et tant d'autres. C'est comme des langues anciennes que plus personne ne parlerait et dont les trésors sont invisibles. Donc en fait, c'est peut-être pas des langues inouïes, mais des langues qu'on aurait oubliées d'une certaine façon, que nous pourrions donc retrouver. Alors que ces chants d'oiseaux, poursuit-il, constituent, pour qui veut bien essayer de les traduire, de les sortir de statut de bruit blanc, des myriades de messages géopolitiques, de négociations territoriales. Là, on a un peu l'impression de lire la BD du doctorant de Descola, là, sur la mythopoïèse, les mésanges qui pratiquent une géopolitique dans la ZAD. Exemple précis, pardon. Oui, ça va me revenir, c'est pas grave. La moindre prairie fleurie est un caravansérail cosmopolite, multilingue, multi-espèces et bourdonnant d'activité. Donc, c'est encore la même idée que des histoires sont en permanence racontées auxquelles il nous faudrait prêter l'oreille. Bon, combien de temps me reste-t-il ? On va dire au moins un quart d'heure. D'accord. Un quart d'heure. D'accord. Très bien. Bon, mais, en fait, il va se passer une chose inouïe, c'est que moi, je ne termine jamais dans les temps. Et peut-être que là, je suis arrivé. Peut-être même avant. Merci beaucoup. Alors, faire hospitalité à ces langues auditives, mais aussi visuelles, parce que là, dans la citation de Morisot, il est question du bruit, de la biophonie de Bernie Krauser, le soundscape, ce qui est dans nos oreilles sans faire sens, mais en fait c'est aussi une langue, j'ai pas prévu un diapo là-dessus, mais il y a des très belles pages de Thoreau sur les signes, les traces visuelles des animaux. Et bien sûr on pense tout de suite aux déjections, aux traces dans la neige quand il y en a, ou aux traces dans la terre, l'argile quand il y en a également. Les animaux laissent évidemment... Je pense à la cosmologie wombat et aux crottes de wombat dans l'autobiographie d'un poulpe, bien sûr. Il y a des tas de choses à lire dans les productions et les déjections animales, par exemple. Bien sûr qu'on pense aussi au Silent Spring de Rachel Carson, c'est-à-dire à l'idée que quand le DDT fait en sorte que les populations d'oiseaux et d'insectes s'effondrent de 70% en Europe entre telle et telle date en termes de décennies, et bien évidemment on ne remarque pas forcément le silence que ça produit, et qui est pourtant un silence éloquent, un silence lui aussi lourd en fait de signification. L'enjeu devient donc de trouver une nouvelle perception encore pas connue de ce qu'on ne sait pas percevoir, ou de ce que Romain Bertrand, l'historien, appelle l'art perdu de la description de la nature dans le détail du monde. Art perdu de la description de la nature qu'il fait remonter alors non seulement à Humboldt et à Goethe, dont j'ai déjà un peu parlé, mais aussi à Wallace, ou à donc Alfred Russel Wallace, ou au peintre paysagiste français Louis Tiner, inventeur d'un bleu des choses, ou encore à Tom Harrison dans le même livre, évidemment. C'est-à-dire, là on ne coupera pas au problème que ça pose pour nous quand on fait cela, c'est l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, il nous faut nous risquer, à mon sens, à une forme d'anthropomorphisme raisonné. Pourquoi ? Parce que sans faire le pari que l'on ne peut pas prouver,
selon lequel le monde est plein de significations à décrire, alors on ne décrit pas. En fait, on renonce à décrire et on perd cet art de la description, sans doute aussi parce que on pense à tort qu'il n'y a rien à décrire, qu'il y a du vide, que le paysage serait quelque chose comme une forme vide à combler de notre présence. Qui ne va pas en forêt pour se rassurer par le calme d'espaces désertiques dans lesquels on n'entend rien sinon soi-même, son cœur battre, etc. Dans lesquels, comme dirait Thoreau, on amène ses propres pensées d'ailleurs, mais on n'écoute pas forcément ce qui s'y passe. Donc en fait, il y a l'art perdu de la description, c'est peut-être aussi simplement le moment où on a renoncé à postuler a priori qu'il y a toujours à décrire partout. Et c'est peut-être ça la révolution, je dirais, sémiodiversitaire. Ça serait de dire qu'au fond, la biodiversité, elle dépend aussi largement de notre attention à tout ce qu'il y a et que nous ne regardons pas ou que nous n'écoutons pas. Bon, toujours est-il que ce risque de l'anthropomorphisme, alors peut-être que, moi j'ai été éberlué par la formulation qu'en donne Roger Caillois dans Méduse et compagnie, c'était encore sur un travail sur les insectes, où en gros, bon la citation est beaucoup trop longue encore, mais il fait une profession de foi anthropomorphiste, et il dit, en fait, moi j'assume être anthropomorphiste parce que au fond, c'est un zoomorphisme au moins autant qu'un anthropomorphisme. Voici comment les choses se déroulent. En gros, à la fin du texte, il dit que je me doute bien que c'est moi qui serais accusé d'anthropomorphisme délirant. Quoi de plus ridicule en effet que d'oser comparer les ailes des papillons aux œuvres des peintres. Donc c'est ce qu'il fait dans ce livre, hein. Un éloge des ailes de papillons comme de peinture. Pourtant, écrit-il, il se pourrait que mon système de référence se révèle le plus décentré de tous, car il consiste aussi à présenter les tableaux des peintres comme la variété humaine des ailes de papillon. Point. Et ceci est moins une pirouette qu'elle n'en a l'air. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, nos productions culturelles, que nous jugeons culturelles, artificielles, civilisatrices, civilisées, etc., éminemment raffinées, elles ont une part d'animalité irrépressible, incompressible. Les sociétés et langues littéraires humaines produisent des choses qui ne sont pas découpables dans le matériau vivant, qui sont toujours dans un rapport même lointain à ce dont nous venons, c'est-à-dire une vie animale, y compris en nous. Et au fond, nos productions, nos poèmes ne sont que des papillons. Donc ça revient en fait à mon point de départ, tout à l'heure, je n'en ai pas parlé, c'est pour ça que je reviens en arrière, de Chuang Tzu. Et Chuang Tzu, en fait, voilà, pour celles et ceux qui le connaissent et qui, comme moi, ne s'en passent pas, eh bien, Chuang Tzu rêve qu'il a été se réveille d'un rêve dans lequel il était papillon, mais aussitôt se dit, ah non, il n'est pas impossible que j'ai été un papillon rêvant que j'étais Chuang Tzu. Et c'est indécidable, ça ne doit pas être tranché. C'est-à-dire, c'est une manière de dire, eh bien, nous n'avons pas à nous prévaloir d'une identité humaine quand nous traduisons les bêtes. Nous sommes peut-être après tout des bêtes qui se sont rêvées hommes et qui ont pensé avoir un langage humain tout en ne cessant jamais de rêver en parler des bêtes. Bon, ceci est une conjecture hautement fragile, mais tout de même. Voilà, et je vais sauter un peu sur cette référence pour aller à ma conclusion. Alors, moi, peut-être là aussi, je n'aurai pas le temps, mais je voulais conclure sur les aliens, parce que les aliens, c'est très intéressant. Les insectes, les aliens, etc. Je ne confonds pas, je voudrais quand même dire une seconde une chose sérieuse. Je ne confonds pas ces espèces, ces différents êtres que l'on a relégués aux marges du langage sérieux et du logos. Pour les nommer sans embâge, hein, des peuples autochtones humains ont été déshumanisés et animalisés comme n'ayant pas un langage élaboré. Et je ne les confonds pas, ces peuples autochtones humains, avec les bêtes qui par ailleurs sont elles aussi marginalisées par certaines traditions, autochtones ou pas d'ailleurs, d'exclusion du langage ou d'exclusion de la sémiosphère.
Donc en fait, il ne s'agit pas de dire que tous les êtres qu'on a marginalisés dans la sémiosphère sont de même rang, etc. Il n'y a pas de rang, en fait. Il s'agit de dire qu'il n'y a pas de rang. Il n'y a pas de centre et il n'y a pas de périphérie. Mais il faut bien dire que les aliens, en fait, c'est un cas extrême de, comment dirais-je, l'autre, avec un grand A, à qui, dont on ne peut pas imaginer les formes d'expression, puisqu'elles ne se placent même pas sur le même plan que les nôtres. Dans ce film que commente en fait Bachir Diagne, dans son livre « De langue à langue », très beau film sur la biosémiotique en fait, eh bien les espèces de poulpes que sont Dany et Costello, je crois qu'on les surnomme, et auxquelles est confrontée l'héroïne linguiste, thérolinguiste d'une certaine manière, eh bien ils produisent des jets d'encre qu'elle met tout le film à comprendre, par l'aide d'ailleurs d'une modélisation par l'intelligence artificielle, je crois, de jets d'encre qui composent finalement une grammaire visuelle dont elle finit in extremis par comprendre, spoiler alert, que leur langage est un langage qui ne connaît pas de distinction majeure entre futur et passé, ou qui plus exactement, dès qu'il connaît un passé, connaît le futur correspondant. Et donc, ces poulpes sont prescients et livrent à cette linguiste en fait une leçon sur sa propre existence personnelle que je ne révèle pas. Toujours est-il que ce que fait la science-fiction, je dirais anthropo-linguistique ou ethno-linguistique, dans ce cas, un peu comme chez Keith Basso, dans L'eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert, c'est-à-dire une glose ou une périphrase pour un toponyme apache, eh bien, c'est nous sensibiliser au fait que les mots pour dire le monde, nos mots humains, ressemblent en fait par bien des traits aux signes du monde vivant que Yuri Lotman et la tradition de Uexküll jusqu'à Dominique Lestel appellent la biosémiotique, hein, c'est-à-dire l'hypothèse qu'au fond, le monde humain, le monde animal, pardon, le monde vivant, échange des signes sur le modèle d'un texte littéraire bien plus que sur le modèle d'une machine. Et ceci est une intuition assez insondable en fait, hein, quand on la suit avec le travail de la biosémiotique. Une caractéristique fondamentale, c'est la fin de cette citation, de la biologie sémiotique réside dans la compréhension que le vivant est constitué par des entités qui n'interagissent pas comme des corps mécaniques, mais plutôt comme des messages ou des extraits de texte. C'est assez, j'imagine, insondable. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je conclus, alors peut-être avec un dernier mot par Bruno Latour au sujet des microbes. J'aime beaucoup cette formule par laquelle, alors, les aliens et les microbes, hein, on finit là-dessus, par laquelle ce que les herméneutes, les exégètes ou les sémioticiens disent des textes, soit dans la langue vénérable des anciens, soit dans le langage en polystyrène expansé des modernes, on peut le dire de toutes les forces. Il est admis, de tous les acteurs si on préfère, hein, il est admis depuis longtemps que les rapports d'un texte à l'autre sont toujours des rapports d'interprétation. Pourquoi ne pas accepter qu'il en soit ainsi entre les dits textes et les dites choses, mais surtout entre les dites choses elles-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, de chose à chose, d'objet à objet, c'est pas le même mot, mais de chose à chose, d'être à être, vivant ou pas d'ailleurs, il y a des échanges de type intertexte. Voilà, je m'arrête sur ce mot. Merci de votre attention. Merci beaucoup.